Donc voilà, pour la prise en charge, donc on a dit qu'on a abordé, on va dire, euh, on a abordé donc la physiopathe, la clinique, la définition, le CG, les troponymes. Donc sur tout ça, donc selon les cas, on va décider est-ce que notre patient il est en train de faire un ST+, ou bien un ST-. Maintenant, on va parler sur la prise en charge initiale justement lorsque vous avez un ST+. Alors, lorsque vous avez un ST+, on a dit que c'est clinique plus ECG, pas autre chose. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez être dans deux situations. Soit vous êtes dans un centre qui fait de la coronarographie. Là, il y a pas Osmo. Il faut appeler directement l'équipe de cardio. Il y a un ST+, il faut rien attendre. C'est l'urgence extrême. Donc là, le but, justement, c'est de faire une coronarographie avec reperfusion dans 60 minutes, c'est-à-dire moins d'une heure. Il faut tout faire. D'ailleurs, l'équipe de cardio, il s'acharne sur ça. Si vous l'appelez pour un ST+, il va tout laisser tomber et il va venir. Voilà. Dans le deuxième cas de figure, vous êtes soit dans un centre qui n'a pas de coronarographie, soit dans une ambulance. Dans ces deux cas-là, vous allez vous poser une question. Est-ce que je peux envoyer mon patient vers un centre qui fait de la coronarographie et qui va arriver justement en moins de 2 heures? C'est-à-dire, euh, euh, on va dire, je vais vous donner par exemple ici un exemple, un patient qui habite par exemple, enfin, on va dire, il habite à 50 km du centre de Béjaïa. Béjaïa, par exemple, au CHU, il y a un centre de coronarographie. Donc, on va présumer que le patient va arriver, par exemple, en 90 minutes, on va dire. Donc, si je présume qu'il va arriver en 90 minutes, donc je peux prévenir déjà l'équipe de cardio de CHU pour qu'il soit prêt, etc. Donc, il va arriver, rapidement, il va être admis en salle de couro. Donc, je peux estimer que le temps pris entre transport et prise en charge au gonflement de ballonnet, c'est 2 heures. C'est-à-dire, le patient, il faut savoir que ces 120 minutes-là, c'est pas entrer à l'hôpital, mais plutôt gonflement de ballonnet, c'est-à-dire revascularisation. Donc, c'est le délai entre contact et revascularisation. C'est pas contact et envoyé à l'hôpital. Voilà. Donc, il faut estimer le temps aussi de prise en charge, c'est-à-dire le temps qu'il se change, brancardier par exemple, le temps de le prendre en salle de cathé, de prendre la voie de canalisation, etc. Donc, ça prend quand même du temps. Donc, il faut estimer tout ça. Si c'est inférieur à 120 minutes, OK, envoyez rapidement en salle de coronarographie. Si vous jugez que ça va prendre plus de temps, c'est-à-dire un patient qui est à 100 km, bien plus, et que vous jugez qu'il va arriver en salle de couro à 3 heures, par exemple, après 3 heures de transport, là, on va décider d'une thrombolyse. Donc là, il ne faut pas envoyer directement le patient, mais il faut plutôt décider d'une thrombolyse. Et cette thrombolyse-là, ce n'est pas après 1 heure. La recommandation, il faut thromboliser le patient en moins de 10 minutes de votre décision. C'est-à-dire, vous avez vu votre ST+, avec une douleur thoracique, etc., à 10 heures. À 10 heures moins 10, pardon, à 10h10, le patient doit être déjà thrombolisé et chargé en anticoagulant et en antiagrégant plaquettaire. Voilà, ça c'est pour l'ST+. En matière d'ST-, c'est un peu plus complexe. Donc, pour le syndrome coronaire ST-, là, il y a une stratification de risque. Donc, la prise en charge, elle dépend de la stratification de risque. Donc là, vous êtes toujours on va dire, donc vous êtes toujours soit euh, dans un centre de coronarographie, soit vous n'êtes pas dans un centre de coronarographie. Dans le cadre de l'ST-, si c'est un ST- à haut risque ou bien à très haut risque, dans tous les cas, il faut l'envoyer dans un centre de coronarographie. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a pas de thrombolyse pour le syndrome coronaire ST-,
Donc, automatiquement, vous devez stabiliser votre patient, bien sûr, et le charger. Donc, il faut mettre, bien sûr, les anti-agrégants plaquettaires, les anticoagulants, etc. Et puis, vous allez l'envoyer dans un centre de coronarographie. Mais là, l'urgence, donc, euh, genre, comment l'envoyer, ça dépend de la présentation, ça dépend de votre risque du patient. Donc, vous avez la première catégorie, c'est toujours un astémois à très haut risque. C'est quoi un astémois à très haut risque? Ça veut dire que c'est un patient qui est en instabilité hémodynamique, donc qui fait des hypotensions, qui fait un état de choc cardiogénique. Bien sûr, vous n'allez pas l'envoyer en état de choc, il faut le stabiliser tout d'abord, ça c'est sûr. Ou bien, vous avez une douleur thoracique réfractaire au traitement, c'est-à-dire c'est un patient chez qui vous avez traité, vous avez mis par exemple de l'oxygène, s'il désature par exemple, vous avez mis de la trinitrine par exemple, bien, si ce n'est pas donc un syndrome coronaire du cœur droit, vous avez mis des antidouleurs, etc. Mais le patient, il a toujours mal. Donc c'est une douleur thoracique réfractaire au traitement. Donc ça aussi, c'est un critère d'une euh, donc c'est un critère d'un syndrome coronaire astémois à très haut risque. Le troisième critère, c'est que vous avez le cas tout à l'heure, un OAP. Donc vous avez une euh, insuffisance cardiaque aiguë avec OAP, mais cet OAP-là, vous présumez qu'il est dû à ce syndrome coronaire. C'est-à-dire, tout d'abord, il y a un syndrome coronaire aigu et il a induit un OAP. Ce n'est pas le contraire. Donc ça, je vous ai dit que c'est le contexte, les douleurs thoraciques, etc. Donc si vous jugez ça, ça c'est une urgence aussi, on va dire, extrême. C'est un très haut risque astémois. Vous avez aussi un patient qui a fait un arrêt cardiaque, que ce soit à l'admission, que ce soit avant l'admission, ou bien il fait des arythmies, donc on va dire des arythmies euh, donc j'ai perdu le mot, donc des arythmies qui, qui, qui induisent un risque vital. Donc des arythmies, on va dire avec risque vital, comme par exemple des tachycardies ventriculaires à répétition, etc. Là aussi, c'est un très haut risque. Si vous avez un patient qui a fait des complications mécaniques, ça c'est plutôt rare pour l'astémois, c'est surtout l'asté plus qui fait des complications mécaniques. Mais si vous avez un astémois qui a fait une complication mécanique, ça veut dire donc une rupture de cordage, par exemple, avec insuffisance mitrale aiguë. Ça, c'est une complication donc mécanique, par exemple, ou bien une rupture septale, une rupture de paroi libre, etc. Et vous avez aussi des modifications dynamiques euh, euh, des modifications dynamiques de segment ST, c'est-à-dire c'est un segment ST qui est en train de s'élever, donc c'est un ST+, qui devient parfois ST-, ST+, ST+, d'une manière récurrente. C'est-à-dire c'est pas une seule fois par exemple. À chaque fois que vous faites un ECG par exemple, il est en train de modifier son segment ST. C'est-à-dire parfois c'est un ST+, parfois c'est un ST-, mais c'est pas un ST+ persistant, qui ne persiste pas en ST+, mais à chaque fois, il modifie d'une manière récurrente. Donc, tous ces critères-là, ils définissent donc un syndrome coronaire aigu astémois à très haut risque. Et dans ce cas-là, la coronarographie, elle doit être faite en moins de 2 heures. Donc, si vous voyez, ça rejoint presque l'ST+, en prise en charge urgente. Donc, moins de 2 heures, il faut faire une coronarographie, que ce soit dans votre centre ou bien l'envoyer dans un autre centre. Après stabilisation, bien sûr, on n'envoie pas un patient avec 6 de tension. Maintenant, pour le haut risque, là, vous avez tout syndrome ST, donc un non-stémie euh, confirmé, c'est-à-dire des modifications du segment ST, un ST-, plus des troponines élevées. Donc ça, c'est la définition de l'ST-, au contraire de Langor-Stable. Si vous avez ça, c'est déjà un patient à très haut risque, hein.
Le fait d'avoir un ST-, c'est à très haut risque. Vous avez aussi un score de Grace qui se calcule, donc c'est quelque chose à calculer plus de 140. Vous avez une élévation de donc du segment ST qui n'est pas persistante, c'est-à-dire il n'est pas atteint la définition de l'ST+, elle ne persiste pas plus de 20 minutes, mais il y a eu quand même une élévation du segment ST, ou bien une modification donc du segment ST ou bien de l'onde T, c'est-à-dire vous avez eu des ST- et des ST+, mais par exemple, ça s'est arrivé une fois, c'est-à-dire le patient, il est venu au début, vous avez trouvé un ST+, et puis après 15 minutes, vous refaites le CG et un ST-, et puis il reste stable. C'est-à-dire, mais à chaque fois, il fait ST+, ST-, ST+, ST-, c'est-à-dire c'est pas récurrent. Donc, vous allez le classer dans le haut risque. Et la prise en charge du haut risque, c'est de faire une coronarographie en moins de 24 heures. Donc, très haut risque, c'est 2 heures. Haut risque, c'est 24 heures. Et puis, si vous n'avez ni critère de haut risque, ni critère de très haut risque, donc vous allez euh, donc vous allez classer le patient, on va dire, dans le risque pas très haut, on va dire intermédiaire par exemple. Et dans ce cas-là, donc euh, donc, selon le terrain, selon on va dire les pathologies associées, le diabète par exemple, etc., selon, donc on va dire beaucoup de critères, on ne va pas rentrer dans les détails, vous allez décider soit d'une angiographie à l'hospitalisation, mais sans urgence, c'est-à-dire c'est-à-dire pas obligatoirement dans les 24 heures, dans 2-3 jours, l'essentiel au cours de l'hospitalisation, soit vous allez décider de faire d'autres explorations, comme par exemple l'épreuve d'effort, une scintigraphie, etc. Et puis après, vous allez staffer le patient pour voir est-ce qu'il nécessite une coronarographie ou non. L'essentiel dans les deux cas, ça reste à discuter, mais pas en urgence. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc quand vous avez une suspicion de non-STEMI, donc vous allez doser soit les troponines de 2 heures avec intervalle de 2 heures ou bien avec intervalle de 1 heure. Et vous allez décider est-ce qu'il y a donc est-ce qu'il y a un ST+, pardon, est-ce qu'il y a un ST- avec troponine élevée ou non. Et si vous avez des cas intermédiaires, parce que si je reviens ici par exemple, euh, si je prends la première troponine en haut, euh, l'intervalle donc pour dire que c'est pas significatif, c'est moins de 3. Et l'intervalle de modification d'une heure pour dire que c'est significatif, c'est 5. Donc, vous constatez bien qu'entre 5 et 3, il y a des chiffres. Donc, si vous avez, par exemple, des modifications des troponines entre, par exemple, à 4, c'est-à-dire ce n'est ni significatif ni non significatif, dans ce cas-là, ça reste à discuter par un troisième dosage, par le terrain, etc. Donc, ça reste, on va dire, à décider au cas par cas. Voilà. Donc, on a vu ce qu'il faut faire devant un syndrome coronaire ST+, ce qu'il faut faire devant un syndrome coronaire ST-. Maintenant, on va parler un petit peu sur ce qu'il faut faire euh, sur un syndrome coronaire, type, on va dire, angor d'effort stable. Donc, dans ce cas-là, la première des choses, il faut savoir qu'il n'y a pas de thrombolyse. Donc, il faut savoir que la thrombolyse, c'est quelque chose pour uniquement le syndrome coronaire avec ST+, pas autre chose. Euh, Bien sûr, pour le syndrome coronaire, on peut thromboliser des AVC, on peut thromboliser une embolie pulmonaire, mais en matière de syndrome coronaire, thrombolyse, c'est uniquement pour le syndrome coronaire ST+. Donc, pour l'angor d'effort, ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre un traitement médical. Donc ça, c'est pour tous les angors d'effort. Donc,
les trinitrines, les bêta-bloquants. Ce qui est recommandé en premier, c'est les bêta-bloquants, bah, les trinitrines, ou bien l'association des deux, les antiagrégants plaquettaires, le bilan lipidique avec donc, hygiène de vie, etc. Donc ça, c'est pour tout syndrome coronaire, euh, peu importe la présentation. La deuxième des choses, vous avez l'angioplastie. Là, c'est vraiment du domaine de spécialiste de cardiologie. C'est à lui de décider après la prise en charge. Est-ce qu'il doit faire un pontage coronarien? Est-ce qu'il doit faire de l'angioplastie? Est-ce qu'il doit juste surveiller le patient avec donc équilibre de ses pathologies, de son bilan lipidique, etc. Donc, ce que on vous demande, on va dire, on demande à tout le monde qui n'est pas cardiologue en face de longueur d'effort, c'est de faire le diagnostic et de mettre des bêta-bloquants. Bien sûr, s'il n'y a pas de contre-indication, c'est de mettre, on va dire, de la trinitrine et de le mettre donc, au moins de l'aspigite comme anti-agrégation plaquettaire, d'essayer donc de donner des conseils d'hygiène de vie aux patients et de l'envoyer chez un cardiologue pour exploration et prise en charge. Donc ça reste du domaine de spécialiste, ça reste quelque chose de très vaste qu'on ne peut pas connaître quand on n'est pas cardiologue. Donc voilà, donc la stratégie donc, de prise en charge d'un longueur stable, c'est contrôler les facteurs de risque lorsqu'on peut, donc l'HTA, le diabète, bien sûr arrêt de tabac, contrôler la dyslipidémie, donner par exemple une statine, un régime alimentaire. On donne un traitement symptomatique, donc les bêta-bloquants. Lorsque ça ne marche pas, on va donner les dérivés nitrés. Il faut toujours donc enseigner et éduquer le patient lors des douleurs qui peuvent donc l'inquiéter et l'envoyer à l'hôpital. Par exemple, s'il commence à faire une douleur au repos, il faut vraiment qu'il consulte. C'est pas la même chose, une douleur à l'effort et une douleur au repos. Donner des anti-agrégations plaquettaires, donc on va dire de l'aspigite par exemple à 100 mg par jour, une statine, et puis le reste, c'est vraiment le cardiologue qui va décider est-ce qu'il faut un pompage, est-ce qu'il faut une surveillance, est-ce qu'il faut une angioplastie, etc. Maintenant, pour le syndrome coronaire non plus, toujours il n'y a pas de donc toujours pas de fibrinolyse, traitement médical toujours, angioplastie, ça dépend. On a dit que si c'est un très haut risque, c'est angioplastie dans 2 heures. Si c'est un haut risque, angioplastie dans 24 heures. Si ce n'est pas un haut ou bien un très haut risque, là, ça se discute selon les cas. Donc, ça peut être une angioplastie, ça peut être aussi un pontage coronarien lorsque les vaisseaux, il y a des lésions multiples des vaisseaux, ou bien des lésions proximales, ou bien une surveillance, ou bien carrément, on va dire, on ne peut rien faire lorsque c'est un sujet, par exemple, très âgé, grabataire, avec un risque de la choro et de l'anesthésie qui est très élevé, par exemple. On ne va pas décider de faire donc un pontage coronarien chez un patient qu'on estime il va très probablement mourir sur table opératoire, par exemple. Maintenant, pour le syndrome coronaire ST+, voilà. Donc l'ST+, selon l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure, donc on peut décider idéalement du coronarographie, moins de 2 heures bien sûr. Traitement médical dans tous les cas. Il faut vraiment toujours traitement médical. Donc il est présent partout. Et euh, une fibrinolyse lorsqu'on ne peut pas faire une coronarographie en moins de 2 heures. Et il faut savoir que le pontage coronarien, elle est, on va dire, si on dit, si je ne dis pas qu'il n'est jamais indiqué en urgence, on va dire qu'il est exceptionnellement indiqué en urgence, dans le syndrome coronaire aigu par exemple, de faire un pontage coronarien. Euh, parce que pour faire un pontage coronarien, ça veut dire qu'on a déjà fait une coronarographie, mais on va dire que ça reste, tout est possible en médecine, donc c'est possible de trouver un patient qui fait par exemple un ST+,
qu'on ne peut pas stenter, qu'on ne peut pas revasculariser, par exemple, ou bien qu'ils peuvent, parce que c'est un domaine très vaste, ils peuvent, par exemple, uniquement revasculariser pour gagner du temps et l'envoyer, donc faire rapidement, on va dire, un pontage coronarien. Mais ça reste exceptionnel. Donc voilà, donc, la technique, la technique à décrire, elle est plutôt simple, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, et ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, vous avez une plaque d'athérome ici. Le coronarographiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va introduire un guide. Il va gonfler ce guide-là. Donc, il va gonfler le ballonnet et il va en même temps larguer un stent, ce qu'on appelle le ressort, le langage des patients. Lorsque le patient vous dit j'ai un ressort au cœur, ça veut dire qu'il a un stent. Pas toujours un stent, hein. Ça peut être, par exemple, ça peut être une coarctation de l'aorte traité par ça. Pas toujours un stent coronaire. Donc, il va mettre le stent pour restaurer le flux. Par exemple, ici, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est une coronaire droite. Je ne suis pas cardiologue, donc, mais je pense que c'est une coronaire droite, celle-ci. L'essentiel, si vous voyez bien, cette coronaire-là, elle est vraiment grêle. Et là, après revascularisation, vous voyez comment elle s'est bien, on va dire, vitalisée, et c'est très spectaculaire. C'est vraiment quelque chose de satisfaisant à voir. C'est que vous allez voir parfois absence de flux, c'est-à-dire il n'y a aucun flux. Parfois, vous allez voir qu'il y a un flux comme ça, léger, persistant, mais après que vous traitez votre lésion, vous voyez ici que le calibre de l'artère est devenu plus important, le flux il est plus important, donc euh, tout est bien.